Je vais faire une application. Donc, rebonjour. Je vais commencer la séance par un petit rappel, ce qu'on a vu l'autre fois. Donc, pour analyser une série temporelle, la première étape, vous devez effectuer une analyse graphique. Donc, à travers une visualisation simple de la série temporelle, vous pouvez distinguer ces différentes composantes. Donc, la première composante, c'est la tendance. S'il y a une évolution à long terme, que ce soit à la hausse ou à la baisse. La deuxième composante, c'est la composante saisonnière, c'est-à-dire s'il y a des événements réguliers qui se répètent de la même manière d'une année à une autre. Donc, ça concerne les fluctuations régulières. Et bien évidemment, la composante aléatoire qui correspond à des fluctuations qui sont irrégulières avec d'amplitudes différentes d'une année à une autre. Donc, on visualise toutes ces fluctuations au niveau de la composante aléatoire. Bien évidemment, l'interprétation de cette composante aléatoire, elle est très importante pour identifier le type du modèle à utiliser. Donc, une fois vous avez effectué une analyse graphique, à travers cette analyse, vous serez capable d'identifier les différentes composantes. Maintenant, comment vous pouvez effectuer le lien entre ces composantes-là? Donc, en fait, il y a deux types de modèles, le modèle additif et le modèle multiplicatif. Donc, pour effectuer le bon choix entre ces deux types, il y en a deux méthodes. La première, que ce soit à travers une visualisation graphique des différentes composante de la série temporelle. Donc, la variable aléatoire ou la composante aléatoire sur laquelle vous devez baser pour prendre une décision concernant le type du modèle, c'est la composante aléatoire, celle-là, random. Donc, pour obtenir ces trois composantes, la fonction R à utiliser décompose. Donc, cette fonction, elle permet d'extraire la tendance, la composante saisonnière et la partie aléatoire en utilisant la méthode de moyenne mobile centrée. C'est clair? Bien évidemment, cette méthode, elle présente des inconvénients. Donc, elle permet de générer des valeurs manquantes au niveau de votre série temporelle. Donc, il y a un manque d'information qui n'est pas incorporé au niveau de la modélisation, que ce soit de la tendance, la composante saisonnière et bien évidemment au niveau de la composante aléatoire. Donc, pour effectuer le bon choix du modèle à utiliser, s'il s'agit d'un modèle additif ou multiplicatif, vous devez comparer la composante aléatoire que vous avez obtenue par rapport à un bruit blanc. Donc, un bruit blanc, c'est-à-dire il s'agit d'une variable aléatoire qui ne contient pas d'informations. Donc, l'outil statistique qui va vous permettre de tirer cette conclusion, c'est le corrélogramme. Donc, l'ACF, à travers une interprétation simple de l'ACF, vous pouvez distinguer s'il s'agit d'un bruit blanc ou non. Donc, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Donc, voilà un bruit blanc gaussien. Donc, pour visualiser qu'il n'existe pas une information pertinente au niveau de cette variable aléatoire ou au niveau de cette composante. Donc, vous devez représenter graphiquement le corrélogramme. Donc, le corrélogramme, il va vous permettre de distinguer s'il existe une autocorrélation au sein de la série. Donc, s'il y a une dépendance ou une relation entre deux observations successives de cette série temporelle. Donc, voilà la représentation graphique du corrélogramme d'un bruit blanc. Donc, les pointillés, ça correspond à l'intervalle. À l'intérieur de cet intervalle, l'autocorrélation, le coefficient d'autocorrélation égale à 0. Donc, quand vous pouvez distinguer, au niveau de la variable aléatoire x qui a identifié que ça concerne notre composante aléatoire, donc, vous pouvez distinguer que les bâtons, ils ne dépassent pas cet intervalle, c'est-à-dire il n'existe pas une autocorrélation entre les observations ou les réalisations successives de cette composante aléatoire. Ceci implique que cette composante aléatoire, elle ne contient pas d'informations pertinentes. C'est pour cette raison qu'on l'appelle un bruit blanc.
donc blanc, c'est-à-dire il n'existe pas une information pertinente au niveau de cette composante-là. Donc, l'objectif visé au niveau de la modélisation d'une série temporelle, c'est d'incorporer le maximum d'informations possibles au niveau de ces deux composantes-là, la tendance et la composante saisonnière. De telle sorte, on veut obtenir une composante aléatoire avec un minimum de perte d'informations. C'est clair? Donc, s'il existe zéro perte d'informations, ça correspond à un bruit blanc. Donc, pour effectuer le bon choix de votre modèle, vous devez représenter graphiquement le corrélogramme de votre composante aléatoire que vous devez la comparer par rapport à un bruit blanc. Est-ce que c'est clair? Mais vous devez faire attention au niveau de cette fonction-là, la fonction décompose, qui permet de calculer les différentes ou extraire les différentes composantes en utilisant une moyenne mobile centrée. Elle va générer des valeurs manquantes. Donc, avant de représenter graphiquement le corrélogramme de cette composante aléatoire, vous devez se débarrasser de ces valeurs manquantes. Donc, l'argument qui va vous permettre d'éliminer ces valeurs manquantes, na.action égale na.pass. Si vous vous rappelez bien, en ajoutant cet argument au niveau de la fonction ACF, ça vous permettait d'obtenir le corrélogramme de la composante aléatoire, bien évidemment en éliminant les valeurs manquantes. C'est clair? Hein? Si vous avez des remarques ou un point qui n'est pas clair, vous pouvez prendre la parole. Hein. À ce niveau-là, oui, Siri. Madame, انت قاعدة عاملة partage. Je m'excuse. نسيت. نصحى من connexion en fait. لا أنا مش باقي عاملة partage. باهي je répète. نسيت. Maintenant, mon écran est partagé avec vous. Hein? Oui. باهي. Donc, je dis pour analyser une série temporelle. Donc, la première étape à faire, c'est d'effectuer une analyse graphique, c'est-à-dire à travers une interprétation simple du corénogramme. Le corénogramme, c'est la représentation graphique de votre série temporelle. Au niveau de l'axe des abscisses, vous avez le temps. Au niveau de l'axe des ordonnées, vous avez les réalisations. Donc, à travers cette visualisation simple, vous pouvez distinguer qu'il existe une tendance, c'est-à-dire une évolution à long terme. Au niveau de cet exemple, il y a une évolution à la hausse. La deuxième composante, donc, il y a des fluctuations qui se répètent d'une manière régulière au cours du temps. Si vous pouvez visualiser ça, donc ça correspond à la composante saisonnière. Vous pouvez identifier une composante saisonnière pour bien modéliser votre série temporelle. Et bien évidemment, toute série présente une composante aléatoire. Notre objectif, c'est d'incorporer le maximum d'informations disponibles au niveau de votre série temporelle, au niveau de la partie déterministe. La partie déterministe, ça concerne la tendance et la composante saisonnière. C'est ça l'objectif visé. Donc, une fois, à travers une analyse graphique simple, vous avez identifié ces trois composantes-là. L'étape suivante, c'est de choisir le type du modèle qui va vous permettre de réunir ces composantes-là. Donc, il existe deux types du modèle, que ce soit un modèle additif, c'est-à-dire ça concerne à additionner les trois composantes pour bien modéliser votre série temporelle, et il existe le modèle multiplicatif, c'est-à-dire on va multiplier les différentes composantes pour bien modéliser votre série temporelle. Donc, la fonction R qui va vous permettre d'effectuer la modélisation de chaque partie ou l'extraction de l'information nécessaire au niveau de chaque composante, c'est la fonction décompose. Donc, dans cet exemple-là, le premier type que j'ai choisi, c'est un modèle additif. Donc, en utilisant la fonction du compose et en identifiant le type du modèle, cette fonction va vous permettre d'extraire les trois composantes.
la tendance, la composante saisonnière et la composante aléatoire. L'objectif visé, c'est d'identifier un modèle. Au niveau de sa composante aléatoire, il y a un minimum de perte d'informations. C'est-à-dire, je vais incorporer le maximum d'informations disponibles au niveau de ces deux premières composantes, qui sont des composantes déterministes que je peux modéliser à travers des équations mathématiques en utilisant la méthode de moindre carré ordinaire. Donc, pour choisir entre ces deux types de modèles, le modèle multiplicatif et le modèle additif. Donc, comme vous pouvez remarquer au niveau de cet exemple, à travers une visualisation simple de la partie aléatoire ou la composante aléatoire du modèle additif et celle du modèle multiplicatif, vous ne pouvez pas effectuer le bon choix. Donc, vous devez se baser sur le corrélogramme de ces deux composantes aléatoires. L'objectif visé, c'est de retenir le modèle au niveau de sa partie aléatoire. Il y a un minimum de perte d'informations. Donc, pour effectuer ce choix, vous devez comparer chaque composante aléatoire avec un bruit blanc. Donc, un bruit blanc, voilà, un bruit blanc, c'est-à-dire une composante aléatoire qui ne présente pas d'informations utiles que vous devez l'incorporer au niveau de votre modélisation de la série temporelle. Donc, voilà le corrélogramme d'un bruit blanc, c'est-à-dire une composante aléatoire qui ne contient pas d'informations utiles. Donc, au niveau de cette composante aléatoire, il y a zéro information. C'est-à-dire toute l'information utile, elle est incorporée au niveau de la tendance et de la composante saisonnière. Et par conséquent, celui-là, ça correspond au meilleur modèle puisque on a exploré la totalité de l'information au niveau de la partie déterministe, c'est-à-dire qu'on peut la déterminer par la suite à travers une modélisation simple en utilisant la méthode de moindre carré ordinaire. C'est clair? Donc, l'interprétation de ce corrélogramme, vous devez remarquer qu'il n'existe pas une autocorrélation entre les deux observations successives. En fait, les bâtons, ils se trouvent au niveau d'un intervalle. Cet intervalle-là qui est pointillé en bleu, ça correspond à un intervalle de confiance tel que l'autocorrélation, elle est nulle. C'est-à-dire, tant que les bâtons ils se trouvent à l'intérieur de cet intervalle de confiance, c'est-à-dire que cette série temporelle, elle ne présente pas d'information utile, donc cette composante-là, elle ne présente pas une information utile que vous devez l'incorporer au niveau de la modélisation de la série temporelle. C'est ça l'objectif visé. Donc, notre objectif, c'est de minimiser la perte d'informations qui peut exister au niveau de la composante aléatoire. Donc, pour effectuer le bon choix entre les deux types du modèle, vous devez représenter graphiquement le corrélogramme de la composante aléatoire que vous devez la comparer par rapport à un bruit blanc. C'est clair? C'est clair, madame. Ben, mais vous devez faire attention au niveau de la représentation graphique du corrélogramme de ces deux composantes aléatoires. Il faut se débarrasser des valeurs manquantes. Donc, la fonction décompose, elle permet d'extraire les différentes composantes en utilisant la méthode de moyenne mobile centrée. L'inconvénient de cette méthode, c'est de générer des valeurs manquantes au niveau de votre série temporelle et plus précisément au niveau des composantes qu'on a identifiées. Donc, pour obtenir le corrélogramme de la partie aléatoire ou la composante aléatoire de votre modèle, vous devez ajouter au niveau de la fonction ACF l'argument na.action égale na.pass. Cet argument va vous permettre d'éliminer les valeurs manquantes et d'obtenir votre corrélogramme. Maintenant, l'étape suivante, une fois on a vérifié que
Au niveau de notre série temporelle, il y a une tendance et une composante saisonnière. L'étape suivante, c'est de modéliser cette tendance et la composante saisonnière. Donc, on va identifier un modèle pour chaque composante et on va estimer les paramètres de ce modèle. Donc, vers la fin, pour modéliser la tendance, vous devez l'exprimer en fonction du temps et de coefficients. Donc, cette partie, ça fait l'objet du chapitre 3, l'ajustement d'une série temporelle, c'est-à-dire on va ajuster les deux parties déterministes. Donc, les deux parties déterministes sont la tendance et la composante saisonnière. Donc, je vais commencer par la modélisation de la tendance. On va traiter les différents cas possibles et comment interpréter les résultats obtenus afin de tirer une conclusion concernant la qualité d'ajustement et le modèle à retenir pour bien modéliser cette partie déterministe. Donc, la partie déterministe, ça concerne la composante saisonnière et la tendance. Donc, je vais commencer par la modélisation de la tendance en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires. Puisque la méthode de moyenne mobile, elle présente un inconvénient, elle permet de générer des valeurs manquantes au niveau de la composante, que ce soit tendance ou composante saisonnière. Donc, je vais supposer que ma série temporelle YI, ce sont les réalisations en fonction de temps. Au niveau de cette série, je vais supposer qu'elle présente deux composantes seulement, la tendance et la composante aléatoire ou la composante résiduelle. Donc, je vais écrire mon modèle YI égale TI, la tendance, plus epsilon i, c'est-à-dire la composante irrégulière, la composante résiduelle et la tendance. L'objectif visé par cette méthode, c'est d'extraire ou d'incorporer le maximum d'informations qui se trouvent au niveau des réalisations, au niveau de cette partie déterministe qui est la tendance. Et enfin, je vais modéliser la relation linéaire entre la tendance et la composante résiduelle en tenant compte cette information, c'est de minimiser la composante aléatoire. Donc, je vais extraire le maximum d'informations qui est disponible au niveau de cette partie, au niveau de la tendance. C'est ça l'objectif visé. Donc, le problème ou la question que se pose, comment vous pouvez déterminer une fonction simple, c'est-à-dire une équation en fonction du temps t qui permet de mieux modéliser votre tendance. Donc, voilà le point de départ. Je vais considérer que ma série temporelle, elle présente deux composantes. La première, celle-là, ça correspond à la tendance. Donc, je vais déterminer une relation linéaire. Je vais estimer l'équation de la tendance en fonction des paramètres θ qui sont inconnus et qui sont déterminés en fonction du temps t, plus la composante résiduelle ou la composante aléatoire. Donc, pour bien estimer les paramètres de la tendance, je vais minimiser cette composante résiduelle. C'est clair? Donc, cette méthode s'appelle la méthode des moindres carrés ordinaires, c'est-à-dire je vais minimiser la perte d'information, que je vais l'intégrer au niveau de l'équation de la tendance. Donc, l'équation de la tendance à travers cette fonction, sa forme, elle peut s'écrire sous la forme AT plus B, une droite affine. Donc, B, ça correspond à l'ordonnée à l'origine. A, ça correspond pente de la droite. Donc, on va faire deux ajustements de la tendance en se basant sur une équation affine de la forme AT plus B. Ça, c'est le premier cas. On va modéliser
l'équation de la tendance en se basant sur cette forme-là. Et on a ce qu'on appelle la forme quadratique, c'est-à-dire ça correspond à un polynôme de degré 2. On va voir les deux cas et on va interpréter les différents résultats obtenus. Donc, l'objectif, c'est de minimiser cette composante aléatoire, et bien évidemment, en incorporant l'ensemble des informations qui sont disponibles au niveau de votre série temporelle, au niveau de la modélisation de l'équation de la tendance. C'est clair l'objectif? Vous pouvez prendre la parole si vous avez des questions avant d'avancer. Donc, voilà le point de départ. Je vais minimiser cette composante aléatoire. Donc, je vais supposer que la droite, voilà, celle-là, ça correspond à l'équation de la tendance. Les fluctuations aléatoires, elles se trouvent de part et d'autre de cette tendance-là. Donc, l'objectif visé, c'est de minimiser l'écart entre les fluctuations aléatoires et l'équation de la tendance. Donc, cet écart, je vais l'appeler epsilon. C'est clair? Donc, puisqu'il s'agit d'une distance, donc doit être au carré. C'est clair? C'est pour cela que vous obtenez cette forme, yi moins la tendance, ça correspond à cette composante aléatoire. Je vais minimiser la somme des écarts qui se situent entre l'équation de la tendance et les fluctuations aléatoires. C'est clair? C'est pour cela que j'obtiens cette somme, la somme de yi, moins l'équation de la tendance élevée au carré. Donc, ça correspond à la somme des fluctuations que se trouvent entre la composante aléatoire et l'équation de la tendance. Donc, puisqu'il s'agit d'une distance, elle doit être toujours positive. C'est pour cela que j'enlève cette quantité au carré. Et je vais faire la somme des différents écarts. C'est pour cela que je vais faire la somme de yi moins celle-là, ça correspond à l'équation de la tendance au carré. C'est clair? Hein? Si vous voulez, est-ce que c'est clair cette idée ou non? C'est clair, madame, c'est clair. Sinon, j'ai une... Oui, oui, Mariam. Oui, Mariam. Oui, madame, c'est clair. Le micro, là. OK. Ben. Donc, j'ai une représentation graphique qui va vous permettre de bien expliquer. Donc, voilà. Donc, j'ai une représentation graphique qui va vous permettre d'expliquer davantage cette idée. Donc, voilà. Je vais supposer qu'au niveau de l'axe des ordonnées, ça correspond aux réalisations des différentes de ma série temporelle. Au niveau de l'axe des abscisses, vous avez le temps. Donc, voilà l'équation de la tendance. Je vais supposer que ma tendance, elle est de la forme affine, c'est-à-dire de la forme AX plus B. Mais au niveau de votre exemple, X, ça correspond le temps. Hein? Donc, pour modéliser cette tendance, donc, elle est formée par deux coefficients, A et B, plus la composante aléatoire. Mon objectif, c'est de minimiser cette composante aléatoire, c'est-à-dire, je vais supposer que cette composante aléatoire, elle présente d'informations utiles. Je vais extraire ou je vais minimiser cette information utile au niveau de cette composante-là. Donc, voilà comment je peux schématiser la situation. Donc, il y a des points ou bien il y a des réalisations qui ne se trouvent pas
sur cette droite-là, qui est la droite affine que j'ai supposé que ma tendance, elle est bien modélisée à travers cette représentation-là. Donc, il y a des réalisations qui sont observées, qui ne se trouvent pas au niveau de cette équation-là. C'est clair? Donc, ça correspond, les réalisations qui ne se trouvent pas sur cette équation, ça correspond à une perte d'information. Ça correspond à la partie aléatoire. C'est clair? Donc, l'objectif visé, c'est de minimiser cette distance-là. Donc, je vais intégrer cette réalisation au niveau de l'équation de la tendance. C'est ça l'objectif visé. Donc, au niveau de la première réalisation, j'ai epsilon 1, c'est-à-dire la différence entre les observations réelles et l'équation de la tendance. Epsilon 2, epsilon 3 et ainsi de suite. Donc, il y a des réalisations qui se trouvent au-dessus de cette droite, donc ils sont positifs, et il y a des réalisations qui se trouvent au-dessous de cette droite. Donc, il y a des distances qui sont positives et ceux qui sont négatifs. Mais par convention, une distance, elle est toujours positive. C'est pour cela, pour minimiser cette distance, je vais l'enlever, la somme au carré. C'est clair? C'est l'origine de cette droite-là. Donc, Y, ce sont les réalisations observées. Donc, je vais minimiser la distance entre ces réalisations et les epsilons. C'est clair? Donc, une fois, voilà l'objectif visé, c'est de minimiser la perte d'information. Au niveau de l'équation de la tendance, j'ai deux inconnus. Ce sont les paramètres alpha et b. Donc, l'objectif visé, c'est de minimiser cette quantité en déterminant les paramètres qui sont inconnus, alpha et b. Donc, cette méthode s'appelle la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc, vous devez minimiser la perte d'information et déterminer les coefficients de la droite qui sont inconnus. Donc, voilà le principe de la méthode. Donc, pour déterminer le paramètre alpha et b qui permet de minimiser cette fonction. Donc, je vais minimiser l'écart entre les vraies réalisations et l'équation de la tendance pour minimiser la composante aléatoire. Donc, pour obtenir le paramètre alpha qui permet de minimiser cette fonction. Donc, je vais dériver cette fonction par rapport à alpha. Puisque je cherche un minimum, donc je vais annuler cette dérivée partielle. Pour déterminer le b, le coefficient b, de la même manière, donc vous devez effectuer la dérivée partielle de cette fonction-là par rapport à b. Puisque je cherche un minimum, donc je vais annuler cette dérivée partielle. Donc, tout calcul fait, vous n'êtes pas demandé de savoir les étapes de calcul, mais au niveau du résumé, j'ai effectué les différentes étapes pour obtenir ces deux coefficients-là. Donc, je dérive par rapport à A. Je vais supposer que cette dérivée égale à 0. Donc, tout calcul fait, voilà, vous obtenez l'estimateur des paramètres. Donc, Y chapeau et T chapeau, ça correspond aux moyennes empiriques au niveau de la variable temps et au niveau de la variable qui contient les réalisations. Donc, le alpha chapeau, ça correspond à la covariance entre Y et T sur la variance de T. Donc, bien évidemment, il y a une commande R qui va vous permettre d'obtenir directement la valeur de ces deux coefficients et de juger la qualité d'ajustement de ce modèle-là.
Donc, on va prendre un exemple R. Donc, voilà, je vais commencer par l'estimation de l'équation de la tendance qui est de la forme AT plus B. Donc, je vais supposer que l'équation de la tendance, elle est de la forme affine. Je vais minimiser la perte d'information qui se trouve au niveau de la composante aléatoire. Et bien évidemment, je vais estimer les coefficients A et B. Puis, je vais juger la qualité de cet ajustement. S'il s'agit d'un bon ajustement, donc c'est-à-dire un bon ajustement entre deux guillemets, qui va vous permettre de retenir le maximum d'informations qui est disponible au niveau de la partie aléatoire. C'est ça l'objectif visé. Donc, je vais prendre l'exemple de la série du nombre de passagers américains qui est prédéfinie sous R. Donc, voilà, je vais incorporer cette série temporelle au niveau d'un objet que j'ai nommé AP. Donc, je vais vous représenter graphiquement cette série temporelle. Voilà. Donc, à travers une visualisation simple, je peux dire que je peux modéliser l'équation de la tendance à travers une relation affine de cette forme-là, AT plus B. Donc, ça reste une proposition. La question maintenant qui se pose, est-ce que cette équation, elle est la meilleure méthode ou la meilleure représentation qui va vous permettre de bien modéliser la partie déterministe de cette série temporelle? Donc, pour répondre à cette question, vous devez interpréter la qualité d'ajustement du modèle. Donc, je vais modéliser le modèle en utilisant la méthode de moindre carré ordinaire, donc la fonction R qui va vous permettre d'effectuer cette modélisation, c'est la fonction LM. Donc, au niveau du premier argument, ça concerne la variable à expliquer, c'est-à-dire je vais expliquer le nombre de passagers en fonction du temps. Donc, la première variable, ça correspond à la variable à expliquer, AP, donc les réalisations, votre série temporelle. Tilde, c'est-à-dire tilde, je vais exprimer YT en fonction du temps. Donc, vous obtenez ce symbole-là à travers AltGL 2 au niveau de votre clavier. Donc, je vais exprimer le nombre de passagers en fonction du temps. Donc, vous devez identifier un vecteur qui contient le temps. Donc, le nombre d'observations disponibles au niveau de votre série temporelle. Donc, puisque le nombre de passagers, ce sont des données mensuelles. Donc, je vais accorder 1 pour la première réalisation, c'est-à-dire il s'agit du mois de janvier, 2, mois février, ainsi de suite. Donc, vous devez identifier le vecteur qui contient le temps. Donc, je vais nommer ce vecteur TPS, c'est-à-dire le temps. Donc, le temps allant de 1, la longueur de cette série, donc pour obtenir la longueur, donc vous devez taper la commande linf. Donc, ça correspond à 144. Donc, le vecteur que je dois identifier, le vecteur du temps, donc allant du mois de janvier jusqu'au mois mars de la série, puisque la série, elle commence du janvier jusqu'au mars. Donc, voilà. Donc, voilà le modèle. Pour obtenir ou pour expliquer le nombre de passagers en fonction de temps, donc pour modéliser la tendance sous cette forme-là, AT plus B, donc la commande R, LM, au niveau du premier argument, ça concerne la réalisation. Le deuxième argument, ça concerne le temps. Voilà. Donc, pour visualiser l'ensemble des résultats possibles de cette régression, vous devez taper la commande Summary. Voilà. Donc, voilà au niveau de la commande Summary. Voilà la sortie que vous allez obtenir. Donc, les résidus. Même si on a essayé de réduire la perte d'information, c'est-à-dire donc, je vais visualiser la perte d'information au niveau de la distance
entre les réalisations et la partie aléatoire. Donc, à travers cette méthode, je vais minimiser le maximum de perte d'informations. Mais bien évidemment, en effectuant l'estimation, il y a des résidus qui persistent, c'est-à-dire il y a un manque d'informations qui persiste, mais cette manque d'information, elle est minimale par rapport au début. C'est clair? Donc, l'objectif de la méthode des moindres carrés ordinaires, c'est de minimiser la perte d'information, mais réellement, je ne peux pas annuler la perte d'information. C'est clair? Donc, quelle que soit la méthode utilisée, je peux minimiser la perte d'information, mais malgré ça, elle persiste avec un pourcentage qui est minimal. C'est clair? Donc, les résidus, ça concerne la perte d'informations qui persiste encore malgré l'utilisation de la méthode de moindre carré ordinaire. C'est clair? Donc, il existe une différence entre la partie aléatoire epsilon et les résidus. Donc, la partie aléatoire, ça concerne la perte d'informations qui existe au niveau de la partie aléatoire ou la composante aléatoire. Par contre, les résidus, ça correspond à une perte d'information, mais après l'utilisation de la méthode de moindre carré ordinaire. C'est clair? Donc, vous devez faire attention à cette partie-là. Au niveau de cette partie, vous devez distinguer entre epsilon et les résidus. Donc, les résidus, ça correspond à la perte d'information qui existe après l'utilisation de la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc, voilà, au niveau de la première sortie, vous avez la statistique descriptive qui concerne les résidus, la valeur minimale, le premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile et la valeur maximale. Donc, au niveau de la deuxième sortie, vous avez des informations sur ces coefficients-là, A et B. Donc, vous avez au niveau de la première colonne l'estimation, c'est-à-dire à chapeau, c'est-à-dire le coefficient qui est lié le temps. C'est celui-là, 2,657. B chapeau, c'est l'ordonnée à l'origine, ça correspond à l'intercept. C'est clair? L'intercept, c'est l'ordonnée à l'origine, ça correspond à 87,652. Donc, au niveau de la première colonne, vous avez l'estimation de ces deux paramètres. Donc, vous pouvez écrire à travers cette estimation. Donc, vous pouvez écrire que l'équation de la tendance, elle peut s'écrire comme suit. 2,65 T plus 87,65. C'est clair? Mais avant de tirer une conclusion concernant cette forme-là, vous devez effectuer cette interprétation. Donc, la première étape, vous devez interpréter chaque coefficient à part. Si ces deux coefficients-là, ils sont significatifs ou non. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez l'introduire au niveau de l'équation de la tendance ou non? Donc, je vais parler de chaque coefficient à part. Je vais commencer par le coefficient A, puis par le coefficient B. Donc, au niveau de cette partie-là, je vais tester si le coefficient A est significatif et par conséquent, je peux l'intégrer au niveau de la modélisation de la tendance. C'est ça la question que se pose. Je vais effectuer la même interprétation sur le coefficient B. Donc, je vais tester si cette coefficient est significatif ou non. S'il est significatif, je peux l'introduire au niveau de la modélisation de l'équation de la tendance. Sinon, je ne peux pas l'introduire. Je dois chercher une autre forme pour ajuster ou pour bien ajuster l'équation de ma tendance. C'est clair? Donc, pour tester chaque coefficient, s'il est significatif ou non,
On va utiliser un test d'hypothèse. Il s'appelle test de significativité individuelle. C'est-à-dire, je veux tester si le coefficient A il est significatif, puis je vais tester si le coefficient B il est significatif. Donc, je vais appeler ce test de significativité individuelle. Donc, au niveau de H0, je vais commencer par le coefficient A, qui est la pente de la droite. Je vais supposer au niveau de H0 que ce coefficient il est nul, égal à 0. Au niveau de H1, ce coefficient il est différent de 0, c'est-à-dire différent de 0. Il est significatif et je dois l'intégrer au niveau de l'équation de la tendance. Sinon, si ce coefficient il est nul, donc je ne peux pas l'intégrer au niveau de l'équation de la tendance et je dis, et les conclusions que vous pouvez tirer là-dessus, vous pouvez dire que l'équation de la tendance ne peut pas être modélisée à travers une équation affine. Donc, vous devez chercher une autre forme possible pour modéliser l'équation de la tendance. C'est clair? C'est ça l'objectif visé au niveau de test de significativité individuelle. Donc, au niveau de la sortie R, vous avez la statistique du test. Donc, ce test de significativité individuelle, il suit la loi de Student. Voilà la valeur du test, la statistique du test, que vous devez la comparer par rapport à la valeur tabulée pour prendre une décision si on accepte ou on rejette H0. C'est clair? Mais il y a une deuxième sortie, ça correspond p-value. P-value, c'est la probabilité de rejeter H0, sachant qu'elle est vraie. Donc, pour tirer une conclusion sur l'acceptation ou le rejet de H0, vous devez comparer p-value par rapport à un risque alpha. Le risque, par défaut, 5%. C'est clair? Donc, pour prendre une décision, si le paramètre que vous avez estimé il est significatif ou non, c'est-à-dire que vous pouvez l'intégrer au niveau de l'équation de la tendance ou non. Donc, vous devez comparer p-value par rapport à alpha. Si p-value est supérieur à alpha, alpha c'est le niveau de risque, il est par défaut 5%. Donc, on accepte H0 et par conséquent, votre paramètre n'est pas significatif et vous ne pouvez pas l'intégrer au niveau de la modélisation de l'équation de la tendance. Sinon, si p-value elle est très légère par rapport à alpha, donc on accepte H1 et par conséquent, votre coefficient il est significatif et vous pouvez l'intégrer au niveau de la modélisation de l'équation de la tendance. Donc, à travers cette sortie, vous pouvez remarquer que p-value, celle-là, elle est légère, elle est très inférieure par rapport à un niveau de risque alpha qui est 5%. Donc, la conclusion à tirer pour ces deux coefficients, donc ces deux coefficients, ils sont significativement différents de 0. Donc, vous pouvez l'intégrer pour modéliser l'équation de la tendance et par conséquent, vous pouvez écrire votre tendance sous cette forme-là, 2,65 fois t plus 87. C'est clair? Il y a une deuxième question qui se pose. Donc, une fois on a vérifié que le coefficient A, il est bien et il est significatif et on peut l'introduire au niveau de la modélisation de la tendance. Vous devez vérifier B. C'est clair? Donc, au niveau de cet exemple, on a bien vérifié que ces deux coefficients, ils sont significativement différents de 0 et on peut écrire notre équation sous cette forme-là. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'on peut relier ces deux coefficients dans une seule relation? Est-ce qu'on peut écrire une relation linéaire entre le coefficient A et B? C'est ça la question qui se pose. Donc, pour répondre à cette question, vous devez comparer le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination, c'est le R au carré. Ça donne une information sur la qualité d'ajustement global du modèle. Voilà, le coefficient de détermination R au carré, ça correspond au quotient, la somme de carrés expliquée sur la somme de carrés totale, c'est-à-dire le pourcentage de la variation de la série temporelle qui est expliquée en fonction du temps.
C'est-à-dire, est-ce que je peux écrire l'équation de la tendance comme une combinaison linéaire entre le coefficient A et B. Donc, pour répondre à cette question, vous devez comparer le coefficient de détermination par rapport à 1. Donc, ce coefficient de détermination au niveau de la sortie R, voilà, le R au carré ajusté. Ça correspond à 0,85. Donc, pour prendre une décision concernant la qualité globale, la qualité d'ajustement global de cette tendance, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez identifier la relation linéaire entre ces deux coefficients ou non. Donc, vous devez comparer le R au carré ajusté qui s'appelle le coefficient de détermination par rapport à 1. Bien évidemment, il y a une relation qui est étroite entre le coefficient de détermination et le coefficient de corrélation. Donc, le coefficient de corrélation égale racine carrée du coefficient de détermination. Donc, pour déterminer s'il existe une corrélation entre les observations en fonction du temps. C'est ça l'objectif visé. Donc, pour prendre une décision concernant cette partie-là, vous devez comparer ce coefficient par rapport à 1. Donc, vous pouvez comparer que ce coefficient égale 0,87, donc il est proche de 1. Donc, vous pouvez modéliser l'équation de la tendance à travers cette forme-là. Maintenant, pour visualiser l'équation, celle-là, AT plus B, graphiquement, voilà. Et voilà l'équation de votre tendance qui est ajustée à cette série temporelle qui est de la forme AT plus B avec A égale 2,65 et B égale 87,65. C'est clair? Voilà la première forme d'ajustement de la tendance. Donc, bien évidemment, si vous trouvez un coefficient qui est proche de 0, vous pouvez dire que cette forme-là n'est pas adéquate pour bien modéliser l'équation de la tendance. Donc, vous devez voir une autre forme, c'est la forme polynomiale. C'est clair? Donc, voilà l'ajustement polynomial, c'est-à-dire votre tendance, elle est de cette forme-là. Donc, alpha 0, alpha 1t, alpha 2, t au carré, et ainsi de suite. Donc, si la forme affine AT plus B n'apporte pas des résultats importants et plus précisément au niveau de votre R au carré, le coefficient de détermination, vous pouvez passer à un ajustement polynomial et vous pouvez supposer que votre équation de la tendance, elle est de cette forme-là. Hein? C'est clair? Donc, de la même manière, l'objectif visé, c'est de minimiser la perte d'informations qui se trouve au niveau de la partie aléatoire. Donc, vous devez minimiser l'écart entre les observations et l'équation de la tendance. C'est clair qu'il y a cette forme quadratique. Donc, en utilisant la méthode de moindre carré ordinaire, vous pouvez obtenir les coefficients de la droite. Donc, je vais prendre un exemple. Donc, je vais supposer que l'équation de la tendance, elle est sous cette forme-là. C, la constante, plus A fois T, plus B fois T au carré. Donc, je vais supposer que l'équation de la tendance, elle est de la forme quadratique. Donc, pour bien modéliser cette tendance, donc la commande R à utiliser, vous devez utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires. La commande R à utiliser LM. Le premier argument, ça correspond à la variable à expliquer qui est le nombre de passagers. Et les deux variables explicatives sont le temps T et le temps T au carré. Donc, voilà les différents résultats
Donc, au niveau de la première ligne, ça correspond à la statistique descriptive des résidus, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Même si on a modélisé la perte d'informations au niveau de votre modèle en utilisant la méthode de moindre carré ordinaire, cette perte d'informations, elle persiste, mais avec une intensité qui est minimale. Donc, les résidus, ça concerne la perte d'informations qui est issue après la modélisation des paramètres en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaire. Donc, voilà les statistiques descriptives. Donc, voilà l'estimation des coefficients. Le coefficient C, qui est l'ordonnée à l'origine, l'intercept, égale 1,12, 10 exposant 2. Donc, le premier coefficient, donc, qui est lié, le T, c'est A, voilà, 1,64. Le deuxième coefficient qui est lié au T au carré, ça correspond à 7, 10 moins 3. De la même manière, pour tirer une conclusion sur cette qualité d'ajustement, c'est-à-dire si cette forme, elle est la meilleure pour bien modéliser l'équation de la tendance ou non, c'est ça la question qui se pose, vous devez vérifier la significativité de chaque paramètre. Donc, bien évidemment, vous devez comparer p-value par rapport à un niveau de risque alpha. Donc, de la même manière, on a distingué que les différentes p-values calculées pour les trois coefficients, ils sont inférieurs à un niveau de risque alpha qui est 5%. Donc, vous pouvez tirer une conclusion sur la significativité individuelle de chaque coefficient, puisque p-value est inférieur à alpha. Donc, ces trois coefficients, ils sont significatifs. Maintenant, pour tester la relation linéaire qui peut relier ces différentes coefficients, donc en effectuant une interprétation simple de ce coefficient de détermination R au carré. Donc, vous pouvez distinguer que ce R au carré, il est proche de 1. Donc, vous pouvez tirer une conclusion sur cette qualité d'ajustement. Donc, il s'agit d'une bonne qualité d'ajustement. Donc, pour visualiser graphiquement, donc voilà la série et voilà la modélisation de votre tendance. Donc, d'après vous, est-ce que, au niveau de cet exemple, quelle est la forme de la tendance à retenir? Est-ce que la forme affine ou la forme quadratique? Pour répondre à cette question, vous devez comparer R au carré ajusté au niveau du deux modèles. Donc, au niveau du modèle, la relation affine, vous avez 0, 85, 26. Pour la forme quadratique, vous avez 0, 85, 99. Donc, le meilleur modèle, ça correspond au modèle qui correspond à R au carré ajusté qui est plus élevé. Donc, à travers une comparaison simple, vous pouvez distinguer que la forme quadratique, elle est meilleure que celle affine. C'est clair? Donc, R au carré au niveau de la forme affine. La droite, l'équation de la tendance, elle est de la forme AT plus B. Donc, la qualité d'ajustement, elle est proche de 1. C'est vrai, elle est proche de 1, mais elle est inférieure à celle de la forme quadratique. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair, madame, c'est clair. OK. Donc, maintenant, la partie suivante, c'est la modélisation. Voilà, donc les tests de significativité individuelle, la comparaison des modèles, vous devez comparer le R au carré. Maintenant, je passe à la modélisation. Donc, voilà les deux exemples que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je passe maintenant à l'ajustement de la composante saisonnière. Donc, de la même manière, je vais supposer que ma série temporelle, elle est composée par une composante saisonnière et un terme aléatoire. Donc, je vais incorporer le maximum d'informations disponibles au niveau de la composante saisonnière. Donc, la méthode qui va vous permettre d'obtenir ce résultat, c'est la méthode des moindres carrés
ordinaire. Donc, maintenant, je vais supposer que l'équation de la composante saisonnière, elle est sous cette forme-là, donc un polynôme. Voilà, les bêtas, ce sont les coefficients à estimer. Et voilà, donc puisqu'il s'agit d'une composante saisonnière, elle peut être modélisée comme une combinaison linéaire en fonction de cosinus et sinus. De la même manière, donc pour modéliser cette composante saisonnière ou pour ajuster cette composante saisonnière, donc je vais extraire le maximum d'informations qui se trouvent au niveau de la partie aléatoire, au niveau de cette composante-là, pour bien ajuster la composante saisonnière. Donc, pour cela, il y a deux manières. Que ce soit, vous pouvez appliquer la méthode des moindres carrés ordinaires. Voilà, je vais supposer que ma série temporelle, elle est composée d'une somme de cos et sinus. Ça correspond à la modélisation de la composante saisonnière, plus une composante aléatoire. Donc, pour obtenir les estimateurs qui sont reliés à la composante saisonnière, donc je vais minimiser la perte d'informations. Donc, en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires, je vais effectuer les mêmes commandes pour bien déterminer les coefficients alpha C et alpha S. C'est clair? Donc, l'autre méthode, c'est d'identifier une variable d'amis pour chaque composante. Donc, la première, c'est-à-dire une variable d'amis, elle prend une valeur qui est égale à 1, puisque ma série temporelle, le nombre de passagers américains, est une série temporelle. La fréquence, ça correspond à 12, c'est-à-dire il y a une observation pour chaque mois. Donc, à travers une visualisation simple et en se basant sur le diagramme retardé, vous pouvez remarquer que la période, elle est égale à 12. Donc, pendant le début de chaque année, le même phénomène se répète. Donc, il y a des fluctuations régulières qui se répètent après 12 mois. Donc, pour chaque composante, je vais identifier une variable d'amis. Cette variable d'amis, elle prend la valeur 1 au début de chaque année, pendant le janvier de l'année suivante. Pour les autres mois, elle est 0. C'est-à-dire l'événement ou la fluctuation, elle se répète de la même manière pendant le mois janvier de l'année suivante. C'est clair? Puisqu'il y a des événements ou des fluctuations régulières qui se répètent après un an. Donc, ce qui se déroule au niveau de janvier de cette année-là, par exemple 2019, il se répète en janvier 2020. De même, l'événement qui se réalise au niveau de février 2019, il se répète au niveau de février 2020. Donc, pour bien modéliser cette composante saisonnière, vous devez identifier une variable d'amis. Donc, pour dire la première variable, donc on a le premier événement, il se répète après 12 mois, c'est-à-dire janvier 2019 et janvier 2020. Donc, puisque le même événement qui se répète après 12 mois, je vais lui accorder 1 et pour les autres mois, c'est 0. C'est clair? Maintenant, pour visualiser le comportement du mois de février, donc je vais m'intéresser au deuxième mois. Donc, 1. Après 12 mois, cet même événement, il se répète. C'est clair? Donc, la variable d'amis, pour bien modéliser les fluctuations régulières. Donc, elle prend 1 au début de la composante et elle prend des zéros jusqu'à le temps où elle se répète. Elle va prendre un autre 1. C'est clair? Hein? C'est clair la notion de la variable d'amis saisonnière?
ou non? Hein? OK. Donc, je vais appliquer la modélisation de la composante saisonnière sur ma série temporelle, le nombre de passagers américains. Voilà, donc un ajustement qui contient la composante saisonnière et en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires pour modéliser les coefficients alpha S et alpha C qui permet de modéliser l'équation de la composante saisonnière. Donc, voilà les commandes R que je vais utiliser. Donc, je vais identifier une matrice pour la composante MC qui contient les cosinus, puis MS qui contient les sinus. Voilà. Donc, au niveau de ce modèle, je vais intégrer la série temporelle à expliquer, qui est le nombre de passagers, en fonction du temps et en fonction de la fonction cosinus et sinus. Ah, ce n'est pas un TPS, donc NTP, voilà. Voilà. Donc, de la même manière, vous devez interpréter les coefficients, la significativité de chaque coefficient, puis la significativité globale du modèle. Donc, au niveau de la première sortie, vous avez la statistique descriptive des résidus. Au niveau de la deuxième sortie, vous avez l'estimation des coefficients. Vous avez, je vais supposer que au niveau de l'équation de la tendance, elle est de la forme affine AT plus P. Au niveau de la composante saisonnière, vous avez 3 alpha C et 3 alpha S, puisque vous avez 144 observations. Donc, il y a 6 événements réguliers qui se répètent de la même manière. Donc, vous devez identifier 3 événements qui concernent la cosinus et 3 qui concernent sinus. C'est clair? Et vous êtes là? OK. Donc, pour tirer une conclusion sur la significativité individuelle des coefficients, donc vous devez comparer p-value par rapport à alpha. Donc, voilà les codes de signification, puisque tous les p-values, ils sont significatifs. Par conséquent, les paramètres, ils sont différents de 0. Maintenant, pour juger la qualité d'ajustement global du modèle. Donc, vous devez comparer R au carré par rapport à 1. Donc, vous avez remarqué que R au carré égale 0,982. Donc, ici, vous pouvez tirer une conclusion qui est très importante. Donc, lorsqu'on a modélisé l'équation de la tendance à part à travers une forme quadratique, donc, on a conclut que le R au carré égale 0,85. Maintenant, en ajoutant la composante saisonnière, ce R au carré, doit être augmenté. Ça correspond à 0,982. C'est clair? Donc, l'ajout de la composante saisonnière, il va améliorer la qualité d'ajustement. Donc, on va incorporer en plus l'information qui est perdue au niveau de la composante aléatoire. On a pu intégrer plus d'informations au niveau de la composante saisonnière. C'est clair? Donc, l'ajout de la composante saisonnière, il va améliorer la qualité d'ajustement
et par conséquent, il va minimiser davantage la perte d'informations qui se trouve au niveau de la partie aléatoire. C'est clair? Donc, l'objectif visé par l'ajustement de la partie déterministe, à savoir la tendance et la composante saisonnière, c'est d'extraire le maximum d'informations qui figurent au niveau de la composante aléatoire. Je vais l'intégrer au niveau de la partie déterministe. C'est clair? Hein? Donc, voilà les exemples R. Voilà l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure pour modéliser votre série temporelle en fonction de la composante déterministe qui est la tendance et la composante saisonnière. C'est clair. L'objectif visé par ces modélisations-là, c'est d'incorporer le maximum d'informations au niveau de cette partie déterministe. Donc, par la suite, la dernière partie, ça concerne la modélisation de la partie aléatoire, la composante aléatoire, bien évidemment, même si on a essayé d'incorporer le maximum d'informations qui existent au niveau de cette composante aléatoire, au niveau de la partie déterministe, mais la perte d'informations, elle existe encore. C'est clair? Donc, l'objectif visé par les deux chapitres qui restent, les deux parties qui restent, c'est la modélisation de cette partie aléatoire. Après l'ajustement de la partie déterministe qui est la tendance et la composante saisonnière. C'est clair? Hein? Donc, maintenant, je vais faire l'appel.